à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Workwell Book sur A-News Workwell. Je suis de nouveau ravie de vous accueillir ici. J'ai Angélique Gérard juste à côté de moi pour son livre Pour la fin du sexisme, le féminisme à l'ère post-MeToo. Bonjour Angélique. Bonjour Claire. Alors bienvenue, je suis ravie de t'avoir à côté de moi. Tu es engagée depuis toujours dans la tech. Tu as fait partie du groupe Iliad où tu as été dirigeante de 9 filiales, environ 7000 salariés. Tu es aujourd'hui conseillère spéciale du groupe Iliad et ex-membre du comité exécutif d'Iliad, dont tu es la cofondatrice. Tu as été également mentor pour des entrepreneuses au sein du programme Led by Her, qui vise à promouvoir l'égalité et l'émancipation des femmes à travers l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on parle de ton livre Pour la fin du sexisme, le féminisme à l'ère post-MeToo, qui est sorti aux éditions Erol en 2019, fin 2019. Absolument. Et je vais commencer cette émission en recontextualisant rapidement le départ de ton écriture du livre, c'est le mouvement MeToo. Ce mouvement, il est né en 2006. Le hashtag MeToo, en tout cas, il a été créé par une Afro-Américaine qui s'appelle Tarana Burke pour aider les femmes victimes de violences sexuelles et qui appartenaient à des minorités. Le hashtag MeToo, donc initialement, il était destiné à des habitantes d'Harlem, à New York, et puis il va se retrouver relayé auprès de toutes les Américaines grâce à Internet. Il va falloir néanmoins attendre 2017 avec le procès Weinstein, qui était un producteur américain, qui est toujours un producteur américain, qui a été accusé de multiples viols, pour que le hashtag connaisse un développement international. Alors, cette préface, elle a été écrite... C'est marqué ici. Elle a été écrite par PPDA, Patrick Poivre d'Arvor, et moi, j'étais dans l'obligation de te demander, déjà, comment tu as demandé à Patrick Poivre d'Arvor de t'écrire cette préface, et du coup, suite aux accusations de viol qui ont été faites à l'encontre de Patrick Poivre d'Arvor, donc c'était en décembre 2023, il a été mis en examen en décembre 2023 pour l'un de ces viols. Alors, pourquoi est-ce que tu l'as choisi pour ta préface sur le féminisme ? Alors, merci de me poser la question parce qu'effectivement, quand j'interviens aujourd'hui pour ce livre, bien que tu es la première femme à m'inviter pour en parler, et je tenais à le souligner, c'est plutôt des hommes qui m'ont relayé jusqu'à présent, tout simplement, cette préface, j'ai cherché parmi les hommes celui qui résonnait pour pouvoir faire la préface de cet ouvrage. Alors, ça peut paraître très paradoxal. Et quand je fais des interventions sur le sujet, je dis moi-même, parce qu'on ne me pose jamais la question, on ne me la pose jamais. Parce que... Voilà, je fais de l'autodérision sur le sujet. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire. Pourquoi je l'ai choisi ? Je l'ai choisi d'une part pour son influence et sa notoriété dans le paysage médiatique, donc premier raisonnement. Ensuite, Patrick Poivre d'Arvor, il a un lien particulier en fait avec les femmes dans la vie publique et dans sa vie personnelle. Il est le père de 4 filles. Il est le fondateur de la Fondation Solène, qui a été créée il y a quelques années. Sa fille est décédée suite à des troubles liés à cette maladie qu'est l'anorexie et qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Et donc, je trouvais... et puis également, c'est quelqu'un en tant que journaliste qui a traité de nombreux sujets sociétaux. Et les femmes avaient aussi une place particulière, noble, pas celle qu'on peut imaginer en m'entendant en parler comme ça, une place assez noble dans ses œuvres littéraires. Et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment lui. Donc, pour le coup, c'est un ouvrage que j'ai écrit entre 2018 et 2019. Oui. Il a été publié fin 2019. Et malheureusement, quelques victimes se sont manifestées en 2021. Tout à fait. Et est-ce que tu crois que ça a eu une incidence justement sur ce livre ou pour toi c'était important justement de garder cette préface, de la préserver ? Elle fait partie du livre aujourd'hui. Il n'y a pas de provocation de ma part à la conserver. Mais je sais pourquoi je l'ai choisie à l'époque. Elle fait partie de l'histoire, donc ce serait dommage de la supprimer. J'y ai même pas pensé pour être honnête. Donc, j'ai pas l'impression en plus que les gens regardent qui écrit les préfaces. Donc, on m'en avait jamais parlé. Voilà, toi, oui. Moi. Alors, quelle transformation concrète est-ce que tu as pu observer depuis le mouvement MeToo, notamment dans le monde professionnel ?
Alors, le mouvement MeToo, je pense que ça a créé une prise de conscience collective sur les violences sexuelles faites aux femmes. Donc, un mouvement qui a été assez précieux, qui a libéré la parole pour finalement libérer nos corps. Et dans le monde professionnel, il y a eu effectivement pas mal de choses intéressantes qui se sont mises en place. Il y a eu beaucoup plus d'écoute. On a vu pas mal de groupes de réflexion également se mettre en place dans les entreprises sur comment traiter ce sujet, comment traiter les dénonciations, des programmes, des affiches de sensibilisation, parfois des groupes de parole. Donc on voit qu'effectivement ça a été assez positif. Et que aussi dans l'entreprise, ça a permis de libérer la parole. Donc c'est précieux en fait, ce mouvement. Alors toi, tu es un modèle vraiment pour de nombreuses femmes. Tu as un parcours brillant, exemplaire. En tout cas, c'est ce que je pense. Quelle stratégie tu donnerais pour briser le plafond de verre et encourager du coup une plus grande mixité dans les postes de direction? Alors je pense que les rôles modèles sont essentiels à notre société. Je pense qu'on a besoin de s'identifier, d'être inspiré. Je dis souvent que c'est bien d'ailleurs de ne pas avoir le même rôle modèle toute sa vie et en fonction de sa vie et de la façon dont on grandit, d'aller chercher à chaque fois quelqu'un qui nous parle, qui nous inspire. Moi, dans le monde professionnel, j'ai créé un programme de mentorat et de formation pour les femmes. Donc je pense que c'est un sujet important aussi, de sensibiliser en interne et de créer un environnement inclusif où les femmes sentent effectivement qu'elles peuvent, mais pour ça, il faut donner des moyens. Donc, on peut... c'est aussi célébrer les succès entre femmes, c'est cette sororité, c'est tout ce que l'on peut décliner aussi entre nous qui est super important et qui fait qu'on se sent moins seul. Et c'est quoi cette formation ? Comment elle s'appelle ? Cette formation, on l'avait appelée Go to Codir. Et donc, on avait sélectionné 12 femmes issues de centres de contact, puisqu'en expérience client, on a beaucoup de centres de contact, en France et au Maroc. Qu'on n'avait fait aucune distinction non plus sur le fait que de l'autre côté de la Méditerranée, c'était plus loin. On a identifié des femmes sur ces deux pays. Et puis, elles sont venues sur un programme de formation qui a duré 18 mois. Où elles ont eu la possibilité de suivre des modules en finance, contrôle de gestion, management, prise de parole en public, sur tous les sujets droit social pour lesquels, dans l'avenir, elles pouvaient effectivement, sur lesquels elles pouvaient capitaliser, puisque j'avais un codir qui était très masculin, voire 100% masculin. Et donc, on a 4 femmes qui ont pu accéder à des postes de direction et 2 autres qui ont fait carrière également au sein de nos entreprises. Donc, on voit que ça marche. Alors, c'est assez amusant parce que les syndicats m'ont dit « Ouais, mais non, attendez, là, vous ne pouvez pas, c'est pas normal. C'est discriminant pour nous les hommes. On veut aussi avoir le programme. » Donc, on avait expliqué les choses. On avait expliqué, finalement ça avait été bien compris et on a continué à faire ce programme sur des formations mixtes sur la suite parce qu'on avait réussi à finalement avoir cet équilibre et il était juste parce qu'il était mérité et derrière on a fait des formations mixtes et ça s'est très très bien passé, des parcours gagnants, donc c'est plutôt chouette et ça fonctionne. Eh ben, bravo. Merci. Alors dans ce livre, on parlait juste avant, tu parlais de la sororité. Dans ce livre, tu mets l'accent sur l'importance de la sororité. Comment substituer la sororité à la rivalité? Alors ça, c'est un sujet effectivement qui peut être compliqué. Je vais parler vraiment de mon expérience. Moi, quand je suis arrivée dans le monde de l'entreprise, les femmes qui m'accueillaient ne voyaient pas d'un très bon œil mon arrivée. Donc c'était peut-être plus dur encore avec les femmes qu'avec les hommes. Donc il y avait ce sujet de rivalité. C'était vraiment complexe et moi qui ne suis pas une boxeuse ou une guerrière dans l'âme et qui ne comprenais pas forcément pourquoi, pour moi c'était vraiment très interrogatif et je pense que c'est aussi ça qui m'a poussée à aller vers les femmes, notamment les plus jeunes. Et je trouve que ma génération justement est beaucoup plus consciente des enjeux, des défis parce qu'on les vit dans le monde professionnel et qu'on n'a pas envie que celles qui arrivent derrière nous, elles le vivent aussi. Donc du coup, on est beaucoup plus effectivement sur cette sororité, beaucoup plus dans l'entraide. Moi, je dis très souvent, il faut chasser en meute sur le sujet. Et voilà, il est crucial en fait de promouvoir des femmes, de les aider. Donc
On s'échange parfois des tips, parfois on s'échange les coordonnées d'un chasseur de tête voilà. Donc ça se passe plutôt bien et c'est vrai qu'il n'y a pas de jalousie, pas de rivalité. Et puis on est aussi dans une société qui véhicule encore ça, qui véhicule la rivalité entre femmes. Mais je pense que parce qu'à un moment donné, ça arrange de mettre des femmes en face à face des rivales. Donc souvent en entreprise, on entend la réflexion, non mais de toute façon, voilà, ça c'est un service, ça fait que parler toute la journée. Enfin, il y a pas mal de stéréotypes autour des femmes. Et puis, je pense qu'il ne faut pas aller du tout sur ces chemins-là et au contraire s'en détacher parce qu'on ne fait que nourrir ces stéréotypes et ces clichés qui nous collent un peu parfois à la peau. Alors là, on parle de la sororité professionnelle et moi, c'est marrant parce qu'avec ton livre, j'ai ressenti une vraie sororité, mais de manière générale. C'est-à-dire que la première fois que j'ai ouvert le livre, j'étais dans le métro et j'avais une jeune femme qui était juste en face de moi et qui lisait en fait le titre. Et je ne m'en rendais pas vraiment compte. Puis à un moment donné, je lève la tête et elle me regarde et en fait, elle me fait un sourire. Mais je sentais que c'était un sourire, si tu veux, de soutien, quoi, ou en tout cas de complicité. Et je me suis dit, ah, première page que j'ouvre avec ce bouquin et déjà, ça fait son effet, quoi. C'est assez incroyable. Oui, c'est incroyable et j'ai eu beaucoup de retours sur cet ouvrage et je m'y attendais pas du tout, notamment des femmes m'ont dit que ça les mettait en énergie. Et très souvent, quand on est dans une assemblée, qu'on n'est pas sûr de nous, bah, on va effectivement aujourd'hui tomber sur le regard d'une femme qui va nous dire vas-y, continue, vas-y, fonce. Et c'est vrai que on est très en soutien. C'est aussi le cas dans des situations qui peuvent être un peu moins positives, où effectivement, l'une de nous peut subir une remarque. Et c'est vrai que le regard d'une autre qui vient en soutien ou qui vient finalement te dire oui, non, t'as pas rêvé, on t'a bien dit ça. Il y a un truc là. Du coup, c'est vrai que c'est précieux. Tout à fait. Et encore une fois, c'est pas contre les hommes, quoi. C'est surtout ça qui est important. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le souligner. Eh bien, on va en venir à ça, justement. Alors, un peu plus tard. Là, tout de suite, je vais parler parce que tu en parles dans ton livre, donc ça me paraissait important de le soulever, la misogynoire. C'est une double discrimination. C'est-à-dire que c'est à la fois sexiste et à la fois raciste. Et c'est vécu, du coup, uniquement par les femmes noires. Tu en parles dans ton livre. Oui, alors je trouve que c'est effectivement quelque chose d'assez tragique encore dans la société. Et cela souligne en fait l'importance d'un féminisme intersectionnel. Pour moi, c'est ça le féminisme en fait. C'est un peu le pont entre tous les combats et beaucoup de féministes comme moi portent aussi ça. Donc on veut faire bouger les lignes, on veut faire avancer. C'est vrai que c'est assez choquant encore parce qu'on a assez peu de rôle modèles de femmes noires. Et je trouve ça triste parce elles sont là. On les voit pas, c'est le fameux sujet de l'invisibilisation des femmes que nous, on vit aussi en tant que femmes blanches, concrètement. Mais quand on est noir, c'est beaucoup plus complexe. Et pour donner un exemple très concret, l'année dernière, Journée internationale des droits de la femme, 8 mars, c'est ma journée marathon, c'est la journée où tout le monde m'invite. Fabuleux. Bon. Donc merci, je suis là aujourd'hui, ça me fait plaisir, on n'est pas au mois de mars. Mais c'est quand même incroyable parce que voilà, on est invité et toute la journée, donc je crois que je fais entre 8 et 11 interventions selon les 8 mars. Et puis l'année dernière, je déroule toute la journée, je commence sur Bismart, je finis à l'ONU, j'interviens sur une table ronde et en fait, je refais le fil de ma journée, je regarde les femmes qui sont avec moi, qui étaient un tout petit peu plus âgées que moi, mais on était toutes blanches et je me suis dit en fait toute la journée, on a échangé sur ces sujets. Il y avait des femmes noires dans la salle, mais on était toutes blanches sur scène. Et en fait, voilà, je pousse un petit coup de gueule. Ok, c'est un appel. C'est un appel. Je trouve que c'est pas normal, et c'est aussi notre devoir de faire émerger toutes ces femmes qui sont inspirantes, qui ont des choses à dire, qui ont des beaux parcours. De toute culture d'ailleurs. De toute culture, de toute confection religieuse, c'est vraiment pas le sujet. Le principal, c'est de faire des choses qui inspirent. Oui, c'est important, absolument. Exactement. Eh bien, tu évoques le fait que les femmes sont sous-représentées dans le domaine, cette fois-ci, du numérique. D'après une enquête, d'ailleurs, qui a été réalisée par l'association Elle Bouge en septembre 2024, on dit qu'il y a seulement un quart des ingénieurs en activité qui sont des femmes. Alors, bien que la proportion de cadres parmi les femmes dans le numérique soit supérieure à la moyenne, elle reste
inférieure à celle des hommes, avec seulement 62% des femmes qui occupent des postes de cadre, contre 70% pour les hommes. Alors, les femmes n'osent-elles pas aller dans ce secteur ? Ou en quoi, en fait, les femmes sont indispensables aussi au bon développement de l'intelligence artificielle ? Bon, c'est un second coup de gueule, quoi, en fait. Hein. Oui, c'est ça, j'enchaîne, tu vois. Donc, mais oui, je suis navrée. C'est ton moment, tu vois, là, regarde. Oui, absolument. Non, je trouve que ça aussi, c'est dramatique, parce que, en fait, on a besoin d'avoir une représentation de toute la société, notamment dans l'innovation, puisque l'innovation s'adresse à tous. Et si on n'est pas tous et toutes en mesure d'y contribuer, elle ne correspond pas à tout le monde. Donc c'est un vrai sujet de fond déjà, de société, et voire même de business, d'économie pour nos entreprises. Et effectivement, en France, on a 24% de femmes ingénieurs qui sortent chaque année diplômées, quand notre économie manque de 80 000 ingénieurs par an depuis 2018. Et qu'on a un problème de compétitivité et de vitalité de notre économie. Donc on voit bien que potentiellement, si on crée des environnements plus inclusifs pour ces femmes, notamment dans les écoles d'ingénieurs, ça va contribuer en fait au succès de notre pays. Donc il y a vraiment, pour moi, tout est lié. Après, sur ta deuxième question, en fait, les filles sont souvent dissuadées d'aller dans ces environnements parce qu'effectivement, ils sont masculins. Ils sont pas forcément accueillants. Malheureusement, il y a eu tout un tas de scandales là, ces dernières années dans différentes écoles. Et on continue à entendre des choses. Et pourtant, tout le monde le sait. Mais c'est malheureux, mais ça se poursuit. Donc, elles n'ont pas envie de ça. Les parents qui souvent les conseillent sur la suite de leurs études n'ont pas envie de les mettre en danger non plus. Autant dire que celles qui y vont, elles sont quand même assez warriors. Et puis, il y a le corps professoral qui est responsable aussi, parce qu'on a tendance à envoyer les filles vers des filières littéraires où elles font médecine générale, mais elles ne vont pas aller en chirurgie où elles sont beaucoup plus rares, parce qu'encore une fois, il y a des environnements qui sont très masculins. Et un ingénieur en France, on a aussi un problème sur le cycle de vie de l'ingénieur femme, parce que les femmes, la moyenne... Le terme n'est pas très joli, mais le cycle de vie d'un ingénieur femme sur cette profession d'ingénieur, c'est 7 ans. Ah oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des problèmes, c'est qu'elles arrivent dans des départements qui sont très masculins et elles n'y restent pas. Donc, et pourquoi elles n'y restent pas ? Elles se sentent mal à l'aise ? Il y a un moment donné où on les met un petit peu vers la porte, quoi, on les pousse ? Il peut y avoir plein de raisons. Effectivement, environnement non inclusif, des politiques qui ne leur permettent pas peut-être de concevoir et d'accueillir leur enfant. Donc c'est le fameux sujet de la maternité dans des bonnes conditions. Donc elles ne se sentent pas en sécurité non plus par rapport à leur job. Il peut y avoir beaucoup de raisons à ça. Alors tu disais tout à l'heure que la sororité était importante, mais attention, sororité ne voulait pas dire qu'on était contre les hommes. Alors, opposé à la misogynie, on a la misandrie. La misandrie, c'est la haine des hommes. Est-ce que c'est un sexisme inversé pour toi ou est-ce que c'est un résultat de conséquences ? C'est déplorable déjà, donc c'est mon avis. On voit bien qu'on crée des extrêmes entre des féminismes qui revendiquent le matriarcat, des masculinistes aussi très agressifs. On voit ça notamment sur les réseaux sociaux. C'est dommage parce que c'est pas comme ça que notre société doit fonctionner, et encore moins pour nos enfants. Donc je crois qu'on comprend surtout ça quand on est parent. En tous les cas, on intègre mieux ces enjeux. Non, je pense qu'on a vraiment besoin de pouvoir discuter avec les hommes, de les embarquer. Parfois, on n'a pas besoin de les embarquer. Moi, je connais des hommes féministes qui veulent faire bouger les choses, qui sont sincères dans leur démarche. Et on se dit que c'est juste génial d'avancer tous ensemble. Donc, et dans les entreprises, comment ça peut se manifester, ça, justement ? Alors, c'est dans les entreprises... c'est amusant parce que, en tous les cas, les hommes que j'ai rencontrés dans les entreprises, ils avaient besoin d'en parler. Ils ne comprenaient pas, en fait, le sujet. Ils ne comprenaient pas, et quand on leur a expliqué le sujet, ils se disaient « Ah oui, on n'avait pas vu ça comme ça. » Ah, effectivement. Oui, ça, c'est une remarque. Vous voyez, pour nous, c'est du sexisme ordinaire. Pour vous, c'est drôle. Donc, vous voyez, bah non, en fait, ça blesse, ça heurte. Ça humilie. Ça humilie. Et c'est pas toujours volontaire, il faut quand même le reconnaître.
Parfois, il y a juste des mecs très talentueux pour le faire volontairement et ils s'en amusent. Mais la majorité des hommes que je connais, c'est maladroit. Ils n'ont pas appris autrement. On a tous été éduqués, sois une gentille petite fille, ne croise pas les jambes, souris, travaille bien l'école, ne salis pas ta robe. Et les mecs, ne pleure pas comme une petite fille, la double insulte. C'est ça. Voilà. Et donc, il y a toute une éducation à reprendre et des stéréotypes de genre dans l'entreprise qui sont particulièrement ancrés. Et moi, j'ai des collaborateurs qui m'ont dit, j'avais décidé, il y avait la journée de la femme, on faisait des actions pour les femmes, et je me suis dit, c'est pas normal, je vais créer une journée de l'homme. Donc j'avais créé une journée de l'homme, et quand on avait interrogé, on faisait beaucoup d'intelligence collective, les collaborateurs de l'entreprise sur qu'est-ce que vous aimeriez pour votre journée de l'homme, on faisait la même chose pour les femmes, on aimerait une conférence sur la masculinité toxique. Ah, mais pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas. OK, on a cherché des conférenciers en France, il n'en existe pas. Ah ouais. Et en fait, on les a fait venir de Londres. C'est incroyable, ça n'existe pas. C'est incroyable. J'avais des collaborateurs qui ne parlaient pas anglais, donc on a pris un traducteur. Et ça a eu un succès incroyable. Les femmes ont été associées aussi à cette conférence. Et c'est fou parce qu'il y a eu des questions qu'on ne s'attendait pas à ces questions-là. C'est particulier en fait, parce qu'on ne sait pas, moi quand j'ai écrit cet ouvrage, j'ai des hommes que je connaissais très bien, qui connaissaient mes convictions et qui savaient que j'étais plutôt une nana sympa et pas agressive, mais qui se sont dit pour la fin du sexisme, le t-shirt rebelle, il me faisait plus la bise. Il y avait un truc, c'était waouh, on la connaît pas en fait, et elle va nous agresser. Il y a Elle me fait flipper. Et donc j'étais obligée d'expliquer les choses pour arriver à construire ce dialogue. Ok. Très belle initiative. Donc, tu disais déconstruire les stéréotypes, et ce, dès l'enfance, à l'école. Oui, alors ça, c'est un vrai sujet parce qu'il y a, encore une fois, tous ces stéréotypes de genre sont très, très ancrés dans notre société. Donc, j'étais dans le board d'une très, très belle entreprise qui fait des crèches d'entreprise. Et j'ai un exemple incroyable, c'est... les enfants d'une crèche qui allaient voir la directrice de l'établissement pour dire « il y a un papa dans la salle, il y a un papa dans la salle ». Donc la directrice se dit « mince, il y a un papa qui est là depuis 2-3 heures, il n'est pas parti, on ne me l'a pas signalé, c'est les enfants qui viennent me voir ». Et en fait, c'était un nouveau collaborateur de crèche, sauf qu'on a des puéricultrices, on a des sages-femmes, mais on n'a pas de puériculteurs. Ils sont trop habitués à avoir des femmes. Voilà, et ce n'est pas des métiers réservés aux femmes, la petite enfance. Et donc, quand il y a un homme, c'est choquant. Quand un papa, aujourd'hui, décide de prendre un congé parental pour s'occuper des enfants, lui aussi, il doit gérer finalement des stéréotypes de genre, parce que ce n'est pas sa place. Et la famille lui dit « mais pourquoi ? Pourquoi ?» C'est pas normal, t'as pas à changer les couches de ton fils, enfin en tout cas pas toute la journée. Enfin, on voit bien qu'il y a encore tout un travail pour les femmes surtout, et aussi un peu pour les hommes. Mais si on veut effectivement accompagner tout ça, on doit avoir des regards un peu plus éclairés sur les façons de fonctionner, et notamment la façon dont la société évolue. On a tous un rôle à jouer. Alors, question personnelle. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite ? Est-ce que tu rentrais dans les clichés justement du sexisme ou... Bah, tu vas me dire. Mais moi, je sais parce que je l'ai lu, mais je ne vais pas révéler. D'accord. Non, moi, je voulais être militaire. Ouais. Je voulais être militaire. J'aime bien que chaque chose soit à sa place. Je suis très cadrée, très maîtrisée. L'armée, c'était un truc qui me parlait, en fait. Et puis, je suis une grande sportive. Donc pour moi, l'armée, faire du sport sur ses journées de travail, c'était top. Et alors, comment c'était perçu autour quand tu disais ça ? J'ai voulu m'engager à 16 ans. Ouais. Donc c'était vraiment fort. Mes parents m'ont dit non, c'est hors de question. J'avais un cousin qui était effectivement engagé à l'armée de terre, que je regardais en me disant mais c'est juste génial tout ce qu'il fait, ses missions. Et puis j'ai un côté très humaniste, donc avec l'armée on peut aussi aider. Et je pense que ça me correspondait bien. Cela dit, j'ai pas dit mon dernier mot parce que je rêve d'être réserviste. Et donc, sans doute un jour, j'aurai le temps de faire l'école de guerre ou voilà, de suivre toute la formation pour être réserviste. Parce que je trouve que c'est important pour des questions aussi citoyennes. Le prochain épisode, alors peut-être que tu écriras un livre là-dessus. Peut-être, on ne sait pas.
Et bien justement, est-ce qu'il y a un tome 2 qui est envisagé pour la fin du sexisme? Ah, je pourrais faire un tome 2. Mm. Je pourrais faire un tome 2 avec un premier chapitre, comment le tome 1 a été perçu. Entre les mecs qui m'ont tourné les talons, les féministes, celles qui sont un peu radicales, qui m'ont insulté sur la toile parce que 100% des bénéfices auteurs de cet ouvrage en fait, sont reversés à 2 associations, une féminine et une masculine. Ah oui. Et donc, c'est pas du tout passé dans certains réseaux de féministes. Voilà, on m'a vraiment insultée. Le livre venait juste de paraître. Et je me suis dit, mais c'est fou, mais comment on peut, sans avoir lu le livre, aller mettre des avis sur Amazon alors que le livre n'a pas été encore commandé? Enfin, comment on peut finalement parasiter, polluer tout ça? Et comment on peut, quand on est une femme, aller taper sur une autre femme qui essaye de faire bouger les lignes? Donc, je pourrais écrire un tome 2. Par ailleurs, j'ai beaucoup travaillé sur cet ouvrage. Il est très documenté, très sourcé. Je suis repartie vraiment de l'origine des femmes et de tous ces bouleversements qui font qu'on en est là aujourd'hui. Et il y a des sujets que je n'ai pas traités. J'avais 2 sujets en tête, mais j'en ai plus qu'un. Je n'ai pas traité le sujet de la religion. Déjà, on est un peu sur la crête hein, quand on écrit un ouvrage sur le sexisme. J'ai l'impression tout le temps d'être... voilà. Mais je pense que c'est plus difficile encore quand on intègre la religion. Et puis, il y a plein d'autres sujets parce que c'est un sujet tellement vaste et encore une fois, il est intersectionnel. Donc, il pourrait y avoir un tome 2. C'est pas en projet tout de suite. D'accord, mais il faut que tu aies le temps, tu fais tellement de choses aussi. Je publie là, sous quelques jours, un ouvrage. Rien à voir, parce que là, on parle d'un ouvrage sociétal. Et je suis très attentive à mon hygiène de vie et je publie Ma cuisine sans amidon. Ah, voilà. Très bien. Et c'est de l'auto-édition, donc il y a bien un livre qui arrive. Il y a bien un livre qui arrive. Et juste par curiosité, le tome 2, la préface, ce serait qui? Eh bien, écoute, une idée? je n'ai pas d'idée, mais j'aimerais que ce soit un homme. Oui, très bien. Ou peut-être un homme et une femme, voilà, Ouais. avec 2 approches différentes. Eh ben, on te Peut-être. souhaite de l'écrire en tout cas, et Eh ben, merci, je Claire. suivrai ça de près. Merci Angélique. Merci beaucoup. Hein. Je vous invite vraiment à le lire, ce livre, parce qu'il était passionnant. Je l'ai lu très rapidement. Il est très enrichissant. Merci Angélique Gérard d'être venue sur ce plateau. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode de Work Well Book. Et d'ici là, gardez la forme.